Christian Jacob est toujours avec nous ce matin. Jean-Jérôme Bertolus, vous avez encore une question, je crois, à poser à Christian Jacob. Sur la déchéance de nationalité pour les binationaux, mais pour les Français nés en France. Alors c'est un symbole, vous parliez de symbole à l'instant sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. C'en est un autre, puisque ça n'a aucune efficacité en matière de lutte contre le terrorisme. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais est-ce que ça n'est pas un mauvais symbole pour les Français binationaux nés en France? Et est-ce que surtout, aujourd'hui, on ne remet pas en cause le principe fondamental du droit du sol, né quand même, je le rappelle, en 1791? Et c'est un symbole fort et qui est nécessaire. Comment peut-on accepter que des gens qui portent les armes contre la France, qui vont tirer sur des soldats français, qui tuent des policiers, qui tuent des gendarmes, qui tuent des Français, qu'ils puissent conserver la nationalité alors qu'ils l'ont eu par acquisition? Mais ils ne méritent pas d'être Français, ces gens qui portent les armes contre la France. Et c'est pour cela qu'il faut la déchéance de la nationalité. La déchéance va concerner ceux qui sont aussi nés français et qui ont double nationalité. Mais bien sûr. Donc si quelqu'un qui n'est que français tue 130 personnes au Bataclan, il ne peut pas être déchu de sa nationalité. Et s'il a deux nationalités... Non, parce que vous savez que le droit nous empêche de le faire. En revanche, on peut très bien mettre en place la peine d'indignité nationale, qui permet de retirer les droits civiques et sociaux. En plus, et je pense que ce serait une bonne mesure à mettre également. On ne mérite pas d'être français lorsque l'on porte les armes contre la France. Messieurs, on va peut-être parler un petit peu de Jacques Chirac. Vous êtes un fidèle de l'ancien président de la République qui a dû être hospitalisé au mois de décembre. Alors, question toute simple, est-ce que vous avez de ses nouvelles? Est-ce qu'il va mieux? Oui, il va mieux. Il est sorti de l'hôpital. Il a passé les fêtes en famille. Son état est stable. Il était très, très fatigué. Il mène un combat difficile contre la maladie. Et là, je crois que son état est stabilisé. C'est pour ça d'ailleurs que les médecins l'ont autorisé à revenir passer les fêtes en famille. Il le fait, vous savez, ce combat, moi je le vois régulièrement. Il le mène comme tous les combats que Jacques Chirac a menés, avec une très grande dignité, beaucoup de pudeur et une grande dignité, et toujours avec, quelles que soient ses souffrances, la même chaleur, la même gentillesse, la même générosité à l'égard de ses amis. C'est vraiment, là aussi, face à la maladie, un exemple et un modèle. Arnaud Le Parmentier. Donc c'est la dernière émission de l'année. Comment qualifieriez-vous 2015 ? Une année qui a soumis la France et le peuple français aux épreuves les plus violentes qu'on n'avait pas connues sans doute depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ces attentats, ces assassinats de Français sur notre sol. La France a été meurtrie. C'est pour ça qu'elle doit réagir, et les sujets qu'on évoquait il y a quelques instants en font partie. Je pense d'ailleurs sur ces attentats, moi j'ai l'intention, j'ai pas voulu le faire pendant la campagne des régionales, mais je proposerai à mon groupe parlementaire que l'on mette en place une commission d'enquête sur ce qui s'est passé depuis les attentats de janvier, voir comment les pouvoirs publics ont réagi et tirer les enseignements pour se protéger au mieux, donc de le faire sans polémique, de le faire en dehors de la campagne électorale, à froid. L'objet, c'est sur quoi? C'est sur le fonctionnement de la police, le fonctionnement des services secrets, c'est sur quoi précisément l'objet de cette commission d'enquête? Non, c'est plus large que ça, c'est sur le rôle des pouvoirs publics. Comment on a réagi au lendemain des attentats de janvier. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'ouvrir une polémique, c'est pour ça que je n'ai pas voulu le faire pendant les élections, mais je pense qu'on a besoin de transparence, on a besoin de savoir, et on a besoin aussi de s'enrichir des actions qu'on a pu mener, celles qui peut-être où on s'est trompé, ou au contraire, on était dans le bon sens. Si vous prenez ces précautions oratoires, c'est bien que l'Union nationale a quand même du plomb dans l'aile. Le sujet n'est pas d'union nationale, le sujet est de faire la transparence et d'être efficace. La seule chose qui compte, c'est l'efficacité. Ça n'est pas de trouver tel ou tel pseudo-accord politicien, ça n'a aucun intérêt. Alors, comment est-on le plus efficace possible face à ces agressions? Alors justement, par rapport à ces crises, par rapport à la situation que vit la France, mais même par rapport à cette efficacité, Jean-Pierre Raffarin, lui, il dit oui à un pacte républicain pour l'emploi. Après tout, la France est effectivement meurtrie, déboussolée. Il faut être efficace aujourd'hui. Oui, il faut que gauche et droite travaillent ensemble sur l'emploi. Écoutez, oui,
Il a raison sur le fond. Simplement, il faut pas se voiler la face. Il y a une vraie fracture idéologique entre la droite et la gauche sur l'emploi, sur le temps de travail, sur le coût du travail, sur les 35 heures, sur les accords en entreprise. Nous sommes pour la suppression des 35 heures et la mise en place d'accords d'entreprise, sur le financement de la protection sociale, sur l'âge de départ légal à la retraite, sur l'apprentissage à 14 ans. Donc on a une vraie fracture idéologique entre la droite et la gauche. Et ce qu'on peut regretter, c'est que la gauche n'ait pas fait ces gestes depuis 4 ans. C'est eux qui sont au pouvoir. Donc quand on veut l'union nationale, c'est celui qui est en place, c'est celui qui est au pouvoir qui doit faire la proposition. Il y a quand même une réforme du Code du travail à l'ordre du jour, portée par la ministre du Travail, Madame El Khomri, qui doit justement dire que c'est dans les entreprises qu'on doit signer les accords. Donc s'ils vont plutôt dans votre sens. Écoutez, nous verrons les textes, mais jusque maintenant, on a été face à des leurres. C'est-à-dire objectivement, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme structurelle? Pourquoi aujourd'hui nous avons un chômage qui continue d'exploser alors qu'il régresse ou qu'il se stabilise dans nos pays voisins? Pourquoi la France est le pays le plus fiscalisé? Le dernier classement de l'OCDE nous met en deuxième position sur les 30 pays les plus industrialisés, sur ceux qui ont la fiscalité la plus importante. Parce que nous n'avons fait aucune réforme structurelle. Et le reproche vraiment qui a affaire à François Hollande et à ses gouvernements, c'est de ne pas s'être engagé dans aucune réforme de structure, à aucun moment. Quel est le bilan de François Hollande? Il n'a rien réformé. Il a laissé faire. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation sur l'emploi aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait, encore une fois, sur la réforme des retraites? Rien. Qu'est-ce qui a été fait sur le temps de travail? Rien. Qu'est-ce qui a été fait pour abaisser le coût du travail? Rien. Qu'est-ce qui a été fait pour relancer l'apprentissage, mettre en place l'apprentissage à 14 ans? Tous les 3 mois, il y a un nouveau plan d'apprentissage et l'apprentissage ne s'est jamais autant effondré que depuis que la gauche est au pouvoir. Christian Jacob, en janvier, il doit y avoir de nouvelles mesures proposées par le gouvernement. Comme tous les 3 mois. Plan de formation pour les chômeurs, développement de l'apprentissage. C'est le catalogue qu'on nous ressort tous les 3 mois. Encourager les emplois de service, ça vous pourriez signer? Vous dites de toute façon, il n'y aura rien dedans. Je pense que malheureusement, il n'y aura rien dedans. Mais prenons la précaution oratoire de dire attendons de voir. On va attendre de voir. Mais écoutez, tous les 3 mois, on nous annonce le nouveau plan sur l'apprentissage. Encore une fois, à chaque la gauche est au pouvoir et depuis 3 ans, jamais l'apprentissage ne s'est autant effondré. Jamais les impôts n'ont autant explosé. Jamais les cotisations sur salaire n'ont été aussi élevées. Donc écoutez, moi je veux bien qu'à 18 mois des élections, on nous annonce le grand soir. Ça fait baisser les cotisations sur les salaires. Excusez-moi, il y a quand même... Oui, enfin les retraites, les cotisations sur retraite ont continué d'augmenter. Dans les régions, l'apprentissage est une des choses que la région a à gérer. Les présidents de régions de droite comme de gauche vont être reçus à l'Élysée en janvier. Là, peut-être que sur ces questions-là, il peut y avoir un travail concret entre la droite et la gauche sur le terrain. Sans doute, mais Manuel Valls a effectivement annoncé cela au lendemain des élections régionales. C'est dommage qu'il n'y ait pas pensé lorsque les présidents de gauche, les présidents de région étaient tous à gauche. C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à relancer l'apprentissage depuis 4 ans. Est-ce que vous avez Bertrand, Laurent Wauquiez, Christian Estrosi sont victimes d'un syndrome de Stockholm Oh non, je les sens plutôt bien. À vouloir collaborer ou discuter de manière ouverte avec le gouvernement? Écoutez, lorsqu'on est président de région, on gère une collectivité comme dans une mairie et on est en démocratie et en république et donc on respecte effectivement les différentes collectivités. Le clivage gauche-droite s'estompe? Non, c'est pas que le clivage gauche-droite s'estompe, mais c'est simplement que quand on est maire, président d'un conseil départemental ou d'un conseil régional, on travaille avec les services de l'État. Et c'est normal de fonctionner comme cela. Jean-Jérôme Bertolus? Les partenaires sociaux vont également se réunir en janvier sur l'UNEDIC. C'est une négociation importante, c'est l'assurance chômage. Qu'est-ce que vous demandez aux partenaires sociaux? Par exemple, des contreparties pour les chômeurs, comme l'a demandé Manuel Valls, une indemnisation dégressive, voire un raccourcissement de l'indemnisation? Il faut être plus allant quand on cherche du boulot? Écoutez, on a 2 drames sur le chômage, le chômage des jeunes et le chômage longue durée. Qui baisse, qui a baissé sur les jeunes, il faut continuer, on est quand même à 25%.
quand les Allemands sont à 6% sur les moins de 26 ans. Donc c'est quand même pas rien. Donc un quart, on a un système scolaire qui fait qu'un quart des jeunes qui sortent de l'école sont au chômage. Mais ça, c'est pas les partenaires sociaux. Non, mais bien entendu. Mais je vous dis, on a ce sujet et d'où la nécessité de mettre en place l'apprentissage dès 14 ans. Le deuxième sujet est celui du chômage de longue durée. Et là, il y a effectivement un sujet sur l'assurance chômage. Moi, je pense qu'il faut à la fois réduire le temps d'indemnisation, ensuite avoir un système. Je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait dans les pays du Nord, qui ont réduit le chômage de longue durée, qui est d'une période plutôt voisine d'1 an au lieu de 2 ans, avec un système qui soit peut-être de meilleure indemnisation au départ, c'est-à-dire ne pas ajouter au choc social de la perte de l'emploi un choc financier, c'est-à-dire une baisse immédiate des revenus, donc maintenir sans doute un système d'indemnisation plus important au départ, ensuite qui soit très dégressif, mais la contrepartie de cela, c'est qu'il faut réorienter complètement la formation professionnelle en direction des demandeurs d'emploi et qu'il n'y ait pas un demandeur d'emploi qui ne puisse pas bénéficier de formation professionnelle. Et c'est ce sujet-là qu'il faut prendre dans sa globalité. Les pays qui ont réussi à résoudre le chômage de longue durée l'ont fait de cette manière. Donc on peut aussi s'en inspirer. Donc ce seraient vos conditions pour soutenir un plan du gouvernement contre le chômage? Je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut mettre sur la table. Nous avons beaucoup travaillé au sein du groupe des Républicains depuis 2 ans sur ces sujets et on arrive à cela, c'est-à-dire réorienter la formation professionnelle en direction des demandeurs d'emploi, un système plus dégressif et au départ, sans doute, meilleure indemnisation, mais plus court dans la durée. Est-ce que vous diriez, comme Jean-Pierre Raffarin, que la carte du chômage et la carte du FN se superposent et que la première cause du FN, c'est le chômage? C'est un phénomène aggravant. Ce n'est pas le seul, mais c'est un phénomène aggravant. Effectivement, vous savez, on le sait, le Front National se nourrit des difficultés du pays. Donc là où il y a des difficultés de chômage, d'insécurité, le FN progresse. Et la démonstration est faite depuis 30 ans. Quelles sont les périodes où le FN a progressé? À chaque fois que la gauche a été au pouvoir. Regardons ce qui se passe en 86, c'est-à-dire François Mitterrand élu depuis 81. En 86, 35 députés Front National arrivent au gouvernement. Ensuite, on a une explosion également du Front National en 2002. Et 87, 97, 2002, Lionel Jospin est Premier ministre, 50 gouvernements de gauche, le Front National est au 2e tour des présidentielles. Sarkozy, et là, aujourd'hui, non, Ah non? On va au bout du raisonnement. 3 ans et demi de François Hollande, le Front National n'a jamais été aussi élevé. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a que la gauche est au pouvoir, le Front National progresse, ça se vérifie depuis 30 ans. Marine Le Pen faisait quand même 6 millions de voix à la présidentielle de 2012. Et c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir. Oui, elle n'était pas au 2e tour de la présidentielle. Non, mais elle faisait quand même 6 millions de voix. Pour ne pas le citer comme Christian Estrosi, qui dit « Plus on va à droite, ce qui est une ligne des Républicains, plus on fait monter le Front National ». Je ne partage pas, j'aime beaucoup Christian Estrosi, je partage beaucoup de combats avec lui, je ne partage pas cette analyse. Je pense que la droite est forte lorsqu'elle est sur ses valeurs qui sont celles de la reconnaissance du travail, de la sécurité, du mérite, et lorsqu'on est sur nos valeurs de droite, la droite progresse. Et sans braconner sur les valeurs du Front National. On le voit par exemple avec la décharge de nationalité, passée du Front National aux Républicains et aujourd'hui adoptée par François Hollande. On s'adresse aux Français. La seule chose qui compte, c'est cela. Moi, l'idée que je me fais de la République, c'est celle-là, c'est celle des valeurs qui sont les nôtres, qui n'ont rien à voir avec celles du Front National, pas plus qu'ils ont à voir avec celles de gauche. C'est pour ça que je dis que nous avons notamment sur le travail une vraie fracture idéologique avec la gauche. Nous n'avons pas la même conception de la compétitivité, de l'efficacité du travail, de la reconnaissance du mérite. Et donc, il faut être sur notre socle de valeurs. Et là, nous progressons. Toute la gauche du PS qui dit que François Hollande et Valls sont droitisés, voire de droite, vous trouvez que leur reproche est infondé? Il n'y a pas un rapprochement du PS vers vos idées, le travail, la compétitivité, l'effort? Non, ce qui se passe, c'est que François Hollande et Manuel Valls sont totalement perdus et déboussolés. C'est ça la réalité. Ils ne sont pas centrisés. Ils sont déboussolés. Et quand on est déboussolé, on fait le tour de l'échiquier. C'est ce qu'ils font l'un et l'autre. Eh bien, on va faire une petite pause après cette phrase sur l'échiquier. On se retrouve dans un instant avec Christian Jacob.